Alors, développer une approche réflexive. Pourquoi est-ce que j'apprends? Pourquoi? Dans quel but? Quels sont les buts? Qu'est-ce que je vise aujourd'hui? Donc, nous, on travaille aussi beaucoup au Centre de langue sur ces ateliers d'apprendre à apprendre, où, donc, journal de bord, réflexif, dans lequel ils consignent, on leur demande d'expliciter des processus qui restent sinon inconscients, et peut-être du coup, en se relisant ensuite, réfléchir à leur choix. J'ai fait ça, mais est-ce que c'était vraiment utile de travailler sur une ressource, revoir pour la énième fois le prétérit, l'usage du prétérit, et est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin aujourd'hui? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de grammaire, mais on l'a dit aussi, l'enseignant a tendance à reproduire ce qu'il a fait avant comme apprenant, et l'apprenant, les apprenants reproduisent des schémas, et c'est peut-être à nous aussi de casser ces schémas et leur montrer qu'ils peuvent travailler autrement. Travailler sur des échanges de pratiques, des ateliers où ils vont échanger sur leur façon de travailler, d'apprendre. Donc le centre de langue va avoir un rôle là-dedans, et c'est peut-être là aussi qu'on doit se poser la question de notre plus-value, quelle est la plus-value des centres de langue. Donc on a réussi, le centre de langue, il me semble, le centre de ressources en langue, pour bien être clair sur le dispositif d'apprentissage, a permis de casser l'unité de temps, de lieu et d'action. On n'apprend pas que pendant le cours, on le sait, mais là ça devient explicite puisqu'il n'y a pas forcément un cours structuré. De lieu, on peut apprendre dans le CRL, mais on peut aussi apprendre en dehors, on peut apprendre avec des ressources définies par l'enseignant, mais aussi qu'ils ont trouvées ailleurs. Il faut peut-être leur apprendre aussi à valoriser l'usage des ressources authentiques, qui se rendent compte aussi qu'ils ont eu accès à la langue, parce que souvent quand on leur demande combien de langues parlez-vous, oh non, rien du tout juste s'ils parlent l'anglais qu'ils ont appris depuis la 6e, alors on sait qu'ils ont des difficultés pour le niveau visé reste quand même insuffisant, mais ils oublient qu'ils ont appris d'autres langues dont ils pourraient se servir aussi dans leur apprentissage. Donc peut-être aussi revaloriser que l'apprenant d'aujourd'hui valorise davantage son parcours en langue, et casser la frontière entre le moment pédagogique et le moment réel, faire des liens entre ces mondes, et donc on doit on va dire, déconditionner, c'est-à-dire qu'ils cassent ces schémas qu'ils reproduisent inconsciemment, donc aller vers des modalités qu'on appelle innovantes, mais innovantes dans le sens où elles sont nouvelles pour eux, donc on va faire des choses qui sont anciennes finalement, à la pédagogie par projet, des choses comme ça, et les aider à gérer la déstabilisation que ça produit, parce qu'évidemment quand on leur dit bon ben maintenant fixez-vous des objectifs, on va vous accompagner, réfléchissez, il y a un stress qui va survenir, et donc on est là aussi pour les accompagner. Alors je pense qu'aujourd'hui, l'apprenant en centre de langue, on va lui proposer des espaces d'expérimentation d'autres pratiques. Alors, ce qu'on a vu ce matin en est une magnifique illustration. Alors, évidemment, je serais incapable de produire ça, évidemment. Mais peut-être, voilà, montrer qu'on peut apprendre que les langues, c'est autre chose que simplement des listes de vocabulaire et des mots, c'est plus que ça. Donc des prises de parole informelles, des cafés langues, des ateliers de théâtre, nous on a fait des ateliers aussi d'improvisation, travailler l'interaction en biduclette, donc ça peut-être on en parlera après. Donc voilà, montrer à l'apprenant qu'aujourd'hui il le sait qu'il y a moyen d'apprendre les langues autrement, mais que nous aussi on le sait. Et je terminerai juste sur le fait que, évidemment, ça nécessite que nous-mêmes on se remette en cause. David Little dit bien learn autonomy, teacher autonomy. Donc tant que nous on ne sera pas autonome et qu'on ne maîtrisera pas toutes ces facettes, ça restera difficile à mettre en place. Donc c'est un travail lent, mais bon, je pense qu'on a. Bon, je ne vais pas anticiper sur le bilan du congrès, mais on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations, donc on a au moins conscience de tout ça, et donc on va accompagner l'apprenant qui change, et qu'il y a parfois aussi des résistances à accepter qu'on puisse apprendre autrement aussi, que ça n'a pas l'air sérieux, est-ce que j'apprends vraiment? Voilà. Merci Annick. Donc, accompagnement de l'apprenant et accompagnement des formateurs aussi. Et ça dit que je voudrais me tourner vers vous.
la formation des formateurs en langue et en LANSAD aujourd'hui est-elle optimale? Et sinon, y a-t-il des projets en cours? Alors, en réponse à la première question, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que non, la formation des formateurs en LANSAD n'est pas optimale. Ce qui est lié, comme on l'a vu dans plusieurs présentations, notamment aux conditions de recrutement des enseignants qui interviennent en LANSAD et dans les CRL, qui bien souvent sont obligés de se former sur le tas. Linda Terrier et Christelle Maury ce matin disaient que beaucoup de postes dont le profil d'enseignement est LANSAD ont un profil de recherche qui est toujours ancré dans les spécialités traditionnelles, on va dire, littérature, civilisation, etc. Donc on voit bien qu'il y a un problème là, politique, on va dire, de recrutement des enseignants qui vont intervenir dans le LANSAD. Et dans ce contexte-là, la formation des enseignants, une fois recrutés, relève plus d'une démarche personnelle en fin de compte, qui peuvent décider ou non d'entreprendre, alors que la formation semble indispensable, évidemment. Alors pourquoi la formation est indispensable? Je pense que dans le cadre précis des centres de ressources en langue, le premier point, c'est que les rôles de l'enseignant ont été recomposés en CRL. Les limites doivent être explicitées entre le rôle de l'enseignant, le rôle du tuteur, et tout un tas de métiers qui sont en émergence, tels que celui du conseiller dont parlait Maud Sikansky l'autre jour, hier, d'accompagnateur, de médiateur. Donc une formation indispensable à ce niveau-là. Après, dans le cadre un peu plus large du LANSAD, on va dire, pas uniquement en CRL, la formation est également nécessaire parce que bien souvent, les enseignants sont amenés à enseigner à leurs étudiants des langues de spécialité. Donc ce qui demande évidemment un degré de spécialisation plus ou moins grand dans la spécialité des apprenants. Ceci dit, dans ce contexte-là également, la formation des enseignants fait souvent appel à des formations continues, des stages de formation continue, ou bien à des échanges de pratiques, des ateliers d'échange de pratiques, des swap shops, qui ont une utilité, certes, mais qui ont aussi, je pense, leurs limites. Et donc les deux points sur lesquels je voudrais insister maintenant, et sur lesquels j'aimerais bien avoir votre avis, et voir un peu ce que vous en pensez. Donc le premier, c'est le fait qu'on est tous d'accord qu'à l'université, les formations, de plus en plus, c'est de plus en plus vrai dans les nouveaux textes, et les incitations, les injonctions ministérielles, doivent s'appuyer sur la recherche. Alors ça, c'est une pratique qui est bien ancrée dans les spécialités, on va dire, traditionnelles des langues. Donc par exemple, pour l'anglistique, la civilisation, la littérature. Mais quand on passe à un secteur LANSAD, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, hein, bien entendu. Dacia Hamouda disait dans sa présentation avant-hier qu'on est dans un système LMD, mais en fin de compte, il faudrait mieux le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est plutôt un système DML. On devrait partir de la recherche, de la formation doctorale, des puissances, des forces qu'il y a dans les laboratoires de recherche pour ensuite pouvoir irriguer les formations en amont, en master et en licence. Ce avec quoi je pense, je suis tout à fait d'accord. À titre anecdotique, j'ai entendu encore récemment dans une grande université parisienne des collègues qui le disent de façon très ouverte et sans aucun scrupule, qu'ils ne comprennent absolument pas pourquoi un département de spécialité autre que les langues, par exemple le département de géographie, aurait besoin d'enseignants-chercheurs en anglais par exemple. Donc c'est vraiment pas encore entré dans les mœurs partout. Donc le premier point sur lequel j'insiste, vous l'avez compris, c'est de dire que les formations des formateurs devraient s'appuyer sur la recherche. C'est des formations par la recherche plutôt que des formations à la recherche, dans la mesure où les enseignants, le gros des troupes dans le secteur en LANSAD sont des PRAG et PRCE qui n'ont pas tous vocation à faire de la recherche. En revanche, leur formation de formateurs devrait, à mon sens, s'appuyer sur la recherche, de manière à les aider à porter un regard distancié sur leur pratique et le lien avec la théorie. Donc passage de la théorie à la pratique, est ce que Annick appelle dans son ouvrage récent une posture de réflexivité distancée. Il a des actions. Ouais, j'ai des profils. Donc très concrètement, et donc le deuxième point sur lequel je veux insister maintenant, c'est sur le fait que, à mon sens,
plutôt que d'insister sur la formation continue des personnels une fois recrutés, il y a tout un travail à mettre en place sur la formation initiale. Alors, ce qui en plus a un avantage qui est de conforter un peu nos domaines de recherche dans le paysage universitaire, on va dire. Et là, il me semble vraiment, et c'est pas parce que je suis à l'ESPE que je le dis, mais il me semble que l'ESPE et les Master MEF sont vraiment un point charnière, on va dire, puisque c'est l'interface entre les UFR de spécialité et les didacticiens, la didactique, les pratiques de classe, etc. Donc, comme vous le savez certainement, les nouveaux Master MEF, donc métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, je n'y arrive jamais, intègrent obligatoirement des séminaires de recherche. Alors, il me semble que une des pistes qui gagnerait à être explorée serait de dire que pourquoi ne pas proposer dans les séminaires de recherche qui, soyons honnêtes, très traditionnellement sont des séminaires de littérature, civilisation, linguistique, pourrait proposer dans cette liste de séminaires parmi lesquels les étudiants peuvent choisir des séminaires de didactique, LANSAD, plus orienté LANSAD, plus orienté langue de spécialité par exemple, plutôt qu'une didactique plus du secondaire, puisque c'est ce vers quoi la majorité des étudiants qui sont inscrits en Master MEF vont s'orienter. En parallèle à ces séminaires de recherche, ce qui me semblerait intéressant de mettre en place, ce serait des pratiques, de donner aux étudiants des occasions d'avoir une pratique réflexive. Alors c'est ce que nous avons commencé à faire à Paris 4, dans le cadre justement du développement d'un gros centre de ressources en langue, donc avec notamment Muriel Grosbois, mes collègues de l'ESPE de Paris, et Cédric Bouderman de l'UPMC, Paris 6. Donc dans le cadre du développement de ce nouveau centre de ressources en langue, nous avons fait le pari de donner la mission de tuteur en ligne, puisque ce sont des dispositifs hybrides en fait sur lesquels nous avons misé, donc donner le rôle de tuteur à distance à des étudiants qui sont en Master MEF second degré, donc qui se destinent à enseigner l'anglais, puisque là je parle pour l'anglais, et donc de leur donner une occasion de s'initier au métier de tuteur, on va dire, de tuteur à distance, d'accord, donc avec un apport évidemment théorique et une pratique, puisqu'ils ont en charge un groupe qu'ils doivent suivre sur toute l'année et auquel ils doivent donner, prodiguer des conseils, effectuer un tutorat à distance. Donc l'avantage évidemment de ces pratiques réflexives, c'est qu'on forme à la fois des étudiants, donc nos étudiants de l'ANSAD de Paris 4, mais également des futurs formateurs d'élèves ou d'étudiants. En revanche, en ce qui concerne, parce qu'évidemment là je parle du Master MEF, le Master MEF il est assez limitatif puisqu'on parle là des gens qui se destinent à passer les CAPES. On sait très bien que en termes de membres permanents, d'enseignants permanents à l'université dans l'ensemble de ressources en langue, nous avons aussi des professeurs agrégés et des enseignants-chercheurs. Et là, il me semble que le nouveau rôle dévolu aux ESPE, qui est de prendre en charge et d'organiser la formation des enseignants du supérieur, qui est vraiment une nouveauté, a un rôle à jouer. Il faut qu'on mette ceci en place assez rapidement. Alors, ceci dit, je dis assez rapidement, il ne faut pas se voiler la face et être bien conscient que vraisemblablement ce n'est pas la priorité des ESPE, puisque les nouveaux masters sont entrés en place, ont été mis en place à la rentrée de septembre, et pour l'instant, à ma connaissance, dans les ESPE de France et de Navarre, très peu a été fait pour la formation des enseignants supérieurs. Donc là, ce sera là-dessus que je terminerai le propos. Il me semble que la mise en place, donc la création de ces ESPE et de ces nouveaux diplômes est vraiment une occasion à ne pas manquer. Et je pense qu'il faut qu'on travaille de concert avec les UFR de spécialistes pour essayer de mettre en place et de saisir cette occasion qui nous est donnée d'améliorer la formation des futurs enseignants et des futurs intervenants, des futurs formateurs dans l'enseignement supérieur, aussi bien dans les départements LANSAD que dans les centres de ressources en langue. Merci Cédric. Tony, maintenant, je me tourne à Tony. Tony, que je qualifierais de plutôt un spécialiste des boulons et des écrous de notre métier. Vous connaissez Tony pour ses Smile, Smart Alex, des produits qu'il a produits comme ça. Et puis, j'ai envie de vous poser ces questions, Tony. Les bouleversements technologiques se succèdent.
Le monde de l'éducation peut-elle adapter ces technologies aux besoins des formateurs et apprenants? Et puis, les centres de langue pourront-ils enseigner les compétences nécessaires pour gérer et sélectionner les documents électroniques appropriés aux stratégies des apprenants? Oui, je vois beaucoup de problèmes là, beaucoup de collègues qui sont anxieux face aux nouvelles technologies, et c'est bien normal, je pense. L'ordinateur est souvent vu comme une menace. Pour moi, les questions profondes derrière l'utilisation des nouvelles technologies sont liées aux problèmes, je dirais, des problèmes de... Je cherche mes mots. Moi j'ai un blocage. J'ai trop d'idées qui arrivent à la fin, donc ça bloque. Oui, je vais le dire en anglais parce que c'est un peu plus rapide, j'aurais plus ce blocage. What I'd like to bring up is the fact that we're changing the way we choose our resources, that the audio-visual documents that are on the computer, the films that are now available, are really challenging text, the text document. We learn languages by studying, by reading, by looking at vocabulary, by looking at grammar. Reading has been the way to advancing our knowledge of languages. And I think we're moving towards a world where we're going to be downloading 2 hour films onto our smartphones in literally 2 seconds. And that means that there's going to be a choice between learning by reading and learning on the computer, where there will be reading, of course, there will still be text, but it will be text which is improved, which is enriched, which is illustrated by video film, which is illustrated by all kinds of resources that we will have in addition to what already exists. And this means that the brain will be working a lot harder, but a lot faster, and I think a lot more successfully. So I'm optimistic about language learning, but I see big problems, and those problems I would suggest are problems that we've inherited, problems from our ancestors, problems from the invention of the alphabet itself, which I suggested is really a mistake. The alphabet is a presentation of sound which is just inadapted to the reality. Sound moves, sound is dynamic, sound is like what we saw this morning, the dancing, the gesture. Sound should be presented as something that moves, and yet what do? We freeze it, we present letters, we present words, we present phonemes, which I think is a disaster. Phonemes don't exist, they're inventions. So the International Phonetic Alphabet is, for me, a mistake of the 19th century. And we work on syllables at last now in the 21st century, and I think syllables will be the big breakthrough. If we can get our students to understand what syllables are, to recognize syllables, and to understand how languages change syllabically, then we can improve communication, I think. So I'd like to work on trying to make the English students I've met and the French students I've met, that pair in particular, less obsessed with their skills in language, speaking foreign languages. The English have a reputation of being the worst. A study just 2 years ago said 9% of the English students are independent in their chosen foreign language. 9% is appalling. The French were, I think, 11%, which is not much better. Okay? And the rest goes up to 80% with your Phoenician, Danish, and Norwegian, and Swedes, and Dutch. Okay, so I'd like to suggest that almost all this analysis is based on the analysis of the performance of the English in French, when they speak French, and the performance of the French when they speak English. And I'd like to suggest that this is due to the proximity of the 2 languages. The 2 languages are too close together, and this means that when we learn to read, when we're conditioned at the age of 4, 5, 6, 7, that what we are doing is amplifying mother tongue interference in a way which is not experienced in any other language pair in Europe. So the English and the French are victims
of the proximity of the two languages, the fact that the English language is 30% Old French and 30% Latin, means that it sounds as though the English are bad communicators in French, and it sounds as though the French are bad communicators in English, and it's not true at all. The levels of communication are relatively similar. I just suggest that we have prejudice. And this prejudice, I suggest, comes from what Daniel Kahneman calls cognitive bias. I don't know if you've read Daniel Kahneman, got the Nobel Prize for Economics. He's never read a book on economics in his life. So this is another suggestion I'd like to make. If linguistics wants to advance, it's got to look at what's going on in other disciplines, in psychology, in neurolinguistics. These sciences are telling us a lot about the way people learn and a lot about the way the brain works. Daniel Kahneman argues that cognitive bias is the way the brain works. We make mistakes. We make mistakes all the time. We have a fast brain and a slow brain. The slow brain is good and fairly accurate. The fast brain is always making mistakes, is always intuitive, is always getting things wrong, and this explains our financial crisis. The fast brain in languages, I think, is just going to the French sound when you see the word development on the page, the English word development, but you go to the French sound, development, and you can't stop doing that because your fast brain is in a hurry. It doesn't want to think, it doesn't want to waste time, it wants to get on with the business of communicating. And this is, I think, a big breakthrough. If we recognize that deviant pronunciation is cognitive bias, and Kahneman has analyzed cognitive bias, and if he got the Nobel Prize, I think it's because everybody recognizes that this is at last a description of how the brain works. We know what's going on now, and it's not just in economics, it's in all fields. If we know that the brain is getting things wrong, that the brain is in a hurry, we can start manipulating it. And the hope for manipulating the brain comes from the neurolinguists who tell us that the brain gets bigger when we learn languages. And this is incredible, the brain gets bigger. They tested for 6 months some Swedish students learning medicine and some students studying simultaneous translation. After 6 months of intensive medical courses, the brains of the students had not changed an iota. After 6 months of simultaneous translation, the students have a bigger hippocampus. Okay? So the brain really was changing. Simultaneous translation pushed the students to change their brain structures. The brain did not consult them. It was a decision taken by the brain for the brain. There seems to be no dialogue about what's going on. Well, I think we can start dialoguing with our brain. We can start saying, I think I would like to learn this language. It's important to me. And if the brain catches on, we can actually modify the way we speak, modify our perceptions, modify the sound we produce, and realize that there is a hope for language learning. Thank you, Tony. On commence à avoir beaucoup de questions. Une première question que je voudrais adresser à Annick, c'est le problème pour les enseignants en langue. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces ressources disponibles sur Internet? On a besoin de modules de formation guidée pour aider les enseignants à didactiser le matériel pédagogique. Je pense que Cédric aura des choses à dire aussi. Je ne sais pas qui vous répondre à cette question. Alors, il y a deux réponses possibles. C'est-à-dire que, comme je disais, est-ce qu'on travaille sur la didactisation de ces ressources authentiques qu'on trouve, ou est-ce qu'on travaille sur l'accompagnement et l'accès à ces ressources? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus de nécessairement didactiser. Alors, est-ce que ça voulait dire médiatiser? C'est peut-être là que... Je pense que c'est entendu par la question, oui, c'est sous-entendu. Alors, on peut faire des choses assez simples aujourd'hui. Alors, c'est toujours la question, est-ce qu'on continue à développer des choses? Il existe déjà énormément de choses didactisées sur Internet, des bonnes, des moins bonnes. Alors, c'est là aussi qu'il faut peut-être... la formation, elle serait peut-être là, plutôt que de... C'est comment analyser ce genre de ressources, déjà avoir des espèces de grilles, bon, c'est ce qu'on peut faire on le fait en master de didactique par exemple, hein, donc aider à avoir des critères pour assez rapidement pouvoir évaluer une ressource déjà existante. Alors après didactiser, bon,
qu'il existe des petits didacticiels qui permettent de le faire assez facilement. Il faut peut-être aussi se méfier du temps que ça prend. C'est souvent... et donc là, on a intérêt à mutualiser aussi, hein, c'est-à-dire à travailler en équipe et à mettre en commun. Mais moi, je travaillerais davantage sur l'accompagnement, j'aimerais insister sur l'accompagnement parce qu'on sait que les étudiants, ils cherchent partout sur Internet. C'est peut-être là vraiment qu'on a un rôle à jouer aussi pour qu'eux puissent ne pas... Quand on demande les sites qu'ils préfèrent, hein, nous on voit aussi dans les ressources qu'on a au CRL, les plus utilisées ne sont pas forcément toujours les plus... Enfin, celles qu'on aimerait qu'ils utilisent le plus. Mais pourquoi? Je veux dire, ils doivent y trouver un intérêt. Donc peut-être, il faut aussi leur donner des critères de choix. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec ce que tu disais en préambule, c'est-à-dire qu'au niveau de la formation des formateurs, plutôt insister sur de développer leur esprit critique, plutôt que de leur... Parce que ce dont tu parlais comment didactise-t-on un document authentique trouvé sur Internet par exemple, je ne sais pas, on est plus dans des pratiques pédagogiques. Voilà, je pense qu'il faut être plus dans le développement d'un esprit critique et de techniques qui sont réutilisables par la suite, plutôt que de donner des petites recettes comme ça qui fonctionnent, mais qui, je pense, ont leurs limites aussi. Où en sommes-nous en ce qui concerne vraiment la formalisation au niveau par exemple, de notre association, d'une formation, par exemple un DU qui serait destiné aux pratiquants? C'était évoqué l'année dernière, au 20e congrès. Alors, on est en train de réfléchir, en tout cas au sein de l'association, donc il y avait un séminaire multimédia qui a disparu parce que la temporalité est difficile, hein, c'était une semaine début juillet, on n'a plus ce temps. Mais on est en train de réfléchir à le remettre en route, mais avec d'autres modalités justement, pour travailler sur le repérage des ressources, peut-être plus que la conception, mais vraiment comment les intégrer dans la formation, comment alterner les temps de travail en présentiel. Alors, certains n'aiment pas utiliser ce mot, mais il n'y a pas de la présence et de l'absence, mais voilà, le temps de la formation, du cours, et comment, on parlait tout à l'heure dans l'atelier de Milina de la pédagogie, alors on entend beaucoup en ce moment parler de pédagogie inversée, c'est très tendance. La pédagogie inversée, c'est donner accès au contenu de formation avant que le cours se fasse. Hein. Bon, pourquoi pas, on le faisait peut-être déjà, sans savoir qu'on faisait de la pédagogie inversée. Mais formaliser tout ça, c'est-à-dire que moi j'aimerais assez qu'on travaille sur l'alternance entre le moment de travail, le moment de travail avec l'enseignant et le moment de travail de l'étudiant en dehors du cours. On a aujourd'hui les ECTS, on sait très bien qu'on a fait des calculs mathématiques, hein, d'équivalence heures de cours, ça vaut tant de CTS. Les ECTS, c'est du temps de travail, donc on pourrait vraiment leur demander concrètement d'avoir un certain nombre d'heures de travail qui peut être à la limite quantifié. Bon, ça serait bien aussi d'avoir une approche qualitative, mais ça c'est à l'enseignant de le faire, de voir ce qui a été fait. Mais on peut exiger quand même des étudiants aujourd'hui qu'ils aient un certain nombre d'heures de pratique de la langue en dehors du cours. C'est quand même ça que ça voulait dire, hein, le temps de travail étudiant calculé dans les ICTS. Donc je ne réponds pas tout à fait, enfin je développe un peu bien ça. Donc concrètement, on est en train de réfléchir, donc on le fera sans doute cette année, Tom, juste bossé dans là, voilà, à Marseille cette année, donc essayer de remettre ça sur place pendant 3 jours, un petit peu le format du congrès Ranakais, c'était du mercredi au vendredi, pour essayer de réfléchir ensemble à tout ça. C'est-à-dire, pas seulement concevoir des ressources, mais comment les utiliser, comment les optimiser. Une préoccupation qui est remontée de l'auditoire concerne le nombre de postes qui seront fléchés dans les années à venir. Alors, sans être devin, peut-être Cédric, qui a peut-être quelques antennes dans les couloirs du pouvoir parisien. Est-ce qu'on peut anticiper du moins
une augmentation du nombre de postes fléchés vraiment l'ANSED? Alors là, je pense que c'est vraiment, ce serait jouer à Madame Irma que de dire oui ou non. Je pense que la tendance qu'on a pu observer les années passées, c'est quand même vers un nombre accru de postes dans le secteur LANSAD, mais sachant que c'est en reconfiguration, et on sait par exemple que dans les IUT, de plus en plus, les postes d'enseignants-chercheurs, par exemple, sont supprimés au profit de postes de prac percé. Donc ce sont aussi des postes pour des enseignants qui veulent intervenir dans ce domaine-là. Mais on perd évidemment tout l'aspect recherche, et donc voilà. Bon, maintenant pour dire qu'il y en aura plus ou qu'il y en aura moins, j'en ai absolument aucune idée. Entendu. Tony? Oui, j'aimerais évoquer le mot service public. On dit souvent, parce qu'on parle souvent d'imposition des façons d'enseigner par l'institution sur les étudiants. On est un service public, ce qui veut dire pour moi qu'on est là pour négocier avec le public, discuter. Et comme les besoins des étudiants évoluent très très vite, il faut de l'innovation, il faut changer sa façon d'enseigner, il faut changer la façon d'organiser les universités. Nous avons vu un peu de subversion générale ce matin. J'évoquerai Google, par exemple, qui donne aux ingénieurs un jour par semaine pour faire n'importe quoi. Ils sont libres à faire n'importe quel projet. Ils peuvent être sur place, mais ils peuvent travailler sur n'importe quel projet. Et c'est toujours ce vendredi-là, bien sûr, qu'on a des bonnes idées. C'est toujours ce jour-là que ça bouge. Donc oui, il faut former des collègues qui sont motivés par les nouvelles technologies, qui sont motivés par l'innovation. Et il faut mettre à la disposition des outils. Il n'y a pas question de demander à tous les enseignants d'être créateurs. Ça demande une certaine drôle de mentalité, parce qu'on passe beaucoup de temps en train de communiquer avec une machine, qui est quand même une activité étrange. Mais l'idée de communiquer avec les machines, c'est d'aider les autres à extraire de l'intelligence de la machine. Et ça, c'est le but de l'activité. Ce n'est pas le but de Microsoft qui cherche à faire de l'argent avec la machine. Mais le but de l'éducation nationale, c'est de mettre de l'intelligence dans la machine et aider les étudiants à extraire cette intelligence. Et ça, c'est un travail qui est digne d'un service public et qui demande de l'investissement. J'ai envie de vous poser une dernière question à chacun de vous. Dans 5 ans, nos centres de langue vont ressembler à quoi? Quels seront les changements qui sont intervenus, d'après vous, Annick? Alors, je vais répondre par une question, c'est-à-dire qu'on voit que, enfin même l'Assemblée, là j'anticipe sur le bilan, mais on a vu ici beaucoup d'interrogations. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, je pense que les centres de langue, les centres de ressources font partie du paysage universitaire. On en ouvre toujours plus. Donc ça, l'existence n'est pas remise en cause. Par contre, les modalités et les moyens à donner à cette existence, on n'est jamais... Enfin, je veux dire, on est toujours sujet à une politique. Donc ça, et la politique, elle est faite au niveau de nos établissements, mais aussi au niveau ministériel. Donc là, je veux dire, il peut y avoir un effet d'aubaine où maintenant on va vers, alors vous pouvez tous avoir dans vos établissements des learning centers, donc plus ou moins en avance dans le montage. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Est-ce qu'on va vraiment vers une pédagogie innovante, ou est-ce qu'on va en faire des super BU? Et est-ce que les centres de langue qui ont une expertise, une expérience vont être consultés, sont consultés? Est-ce qu'on fait partie des discussions? Donc, ça se reconfigure autour de nous. On a vu aussi la pédagogie numérique. Alors, il va y avoir, j'en profite quand même pour rappeler qu'il y a un séminaire qui va se tenir autour de la Françoise de Mézières, organisé par ASIC les 12 et 13 décembre à Montpellier. Et c'est justement les langues numériques. Donc, on va se poser la question, et au niveau institutionnel, puisque c'est organisé avec la MINES, voilà, ça veut dire que la question, on s'en empare au niveau de l'institution. Donc c'est quand même important, parce qu'on a parlé d'imposition, appropriation. On peut continuer à innover, nous, dans nos centres de langue,
Mais si à un moment donné, ça ne rencontre pas une logique institutionnelle, on s'épuise en permanence. Donc voilà, il y a des mouvements comme ça qu'on voit naître. Je pense que je ne suis pas pessimiste, je suis même plutôt optimiste, mais c'est quand même aussi à nous de nous questionner et de faire des choix. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire dans 5 ans comment ça sera, mais il y a une espèce de... Dans cet environnement mouvant, il me semble qu'on a notre place et qu'on ne la nie pas. Donc c'est déjà plutôt positif. Voilà. Tony, en 30 secondes. Oui, je suis à la fois optimiste et pessimiste. Il y a un petit appareil de poche qui va arriver qui va permettre la traduction simultanée. Et donc, beaucoup d'étudiants vont arrêter les cours de langue. J'ai une machine qui marche assez bien, il traduit tout de suite ce que je dis en français, même si l'exactitude c'est 80%, ça me va, je suis content, ça suffit. Donc, je pense qu'on va perdre quelques étudiants. Je suis optimiste parce que je pense que le CNU ne peut pas rester figé pour toujours, que les élites qui enseignent l'écriture, les élites qui enseignent la civilisation vont offrir une place également à l'élite de l'ANSAD. On mérite une place à table, on mérite d'être reconnu, on représente 80% des besoins, donc forcément il faut nommer des professeurs et mettre des confidents, des centres de langue. Il faut accepter que la création de connaissances, de savoir et savoir-faire, ça passe par la recherche-action dans les centres de langue. C'est là où ça se passe, c'est là où on peut voir des besoins, c'est là où on peut intégrer des nouvelles technologies, c'est là où on peut voir comment il faut faire évoluer l'université. Donc, je suis optimiste sur l'intégration et la reconnaissance sans fin de l'ANSAD. Cédric, des remarques de conclusion? 3 points. Le premier, c'est qu'en termes de ce qu'on va faire dans les centres de ressources en langue, et je pense que c'est quelque chose qu'on a abordé dans les conférences précédentes, je pense qu'on va aller de plus en plus vers centre de ressources en langue égale lieu de socialisation plutôt que lieu où on consulte des ressources. Ça va être le hub, là où on rencontre des locuteurs natifs, là où on a des ateliers, etc. etc. Deuxième point, je pense également qu'avec toutes les études récentes, notamment l'ouvrage d'Annick, mais aussi les enquêtes qui ont été menées par Anne Château, etc., qui ont mis en lumière les disparités en termes de mode de fonctionnement, appellation de ces centres, je pense qu'on va aller plus vers une sorte d'harmonisation au niveau des modes de fonctionnement. C'est peut-être l'enjeu de notre survie aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui on voit des pratiques variées qui sont assez peu lisibles. Je pense qu'on gagnerait, en gagnant en lisibilité, on se renforcera. Donc il ne s'agit pas d'harmoniser et de mettre tout le monde formater tout le monde sur le même moule, mais en tout cas avoir une compréhension de ce qui s'y passe avec des terminologies communes au moins. Alors, rien que sur autonomie, on pourrait en parler longtemps, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on met derrière, on voit que dans le discours, tout le monde ne comprend pas la même chose, donc voilà, il faut qu'on mette du sens derrière les mots qu'on utilise, qu'on clarifie nos pratiques, et ça, on va gagner en lisibilité, et à ce moment-là, on espère aussi en compréhension et reconnaissance. Et je t'ai coupé avant ton troisième point. Ah ouais, troisième point qui est un peu plus pessimiste, je pense qu'en termes de recrutement des personnels permanents dans les centres de ressources en langue, vu le contexte actuel de restrictions budgétaires, etc., qu'on connaît tous, je ne suis pas optimiste en ce qui concerne des créations ou des fléchages de postes d'enseignants-chercheurs dans les centres de ressources en langue, personnellement. Voilà. Est-ce que je peux revenir sur une note optimiste? L'année dernière, il y a eu des postes supplémentaires qui ont été déployés au moment des recrutements de la conférence. Quand il y a dans les établissements une politique des langues, et donc on voit de plus en plus de chargés de mission politique des langues, alors moi-même je suis dans mon établissement et je vois un petit peu ce qui s'y passe,
c'est très important de montrer qu'on a une politique et qu'on a besoin de moyens pour cette politique. Alors, je ne dis pas que ça résout tout, mais on a obtenu, par exemple, en dernière minute, un poste de maître de conférence, l'ANSAD et didactique des langues. Donc, c'est pas impossible et c'est pas un microcosme local. Je pense qu'il y a un projet, mais tout ça, on voit quand même que ça bouge dans pas mal d'établissements. Hein, on a vu aussi que le terme LANSAD commence vraiment. Je veux dire, il n'est pas tout neuf, hein, on l'a vu, il est né en 1978 et ici. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vraiment, partout, on voit émerger des structures LANSAD. Donc, ça aussi, c'est quand même un signe de construction du domaine. Alors, évidemment, les moyens, on ne sait pas si on aura de nouveau cet effet d'aubaine, d'avoir des postes qui nous arrivent d'un seul coup. Mais on peut quand même espérer. Donnons aux panélistes les applaudissements qu'ils méritent.